et Public Sénat. Perrine, bonjour. Bruno Le Maire a le sourire. Son livre Jour de pouvoir qui raconte 2010, 2011, 2012 dans le sillage de François Fillon et de Nicolas Sarkozy, publié aux éditions Gallimard, est un beau succès de librairie et un succès critique. On va commencer par l'actualité et plonger dans le livre. Bruno Le Maire, d'abord, est-ce que vous soutenez dans sa démarche NKM ? Oui, moi je trouve que c'est une bonne candidate pour Paris. Et puis je voudrais juste rebondir sur ce que disait Guillaume Tabar tout à l'heure. Moi je pense que la droite peut gagner Paris. Et même je dirais que la droite va gagner Paris. Alors pourquoi Borloo et François Fillon fuient Paris alors ? Il y a une usure de la gauche, il y a une transmission de témoins entre Delanoë et un éventuel successeur. C'est toujours difficile lorsqu'il y a un passage de témoins. Et puis il y a une politique nationale qui est un désastre pour le pays, qui sera aussi sanctionnée dans les municipales. Donc je pense que si on arrive à se rassembler... C'est un pronostic ou une certitude ? C'est un pronostic. Mais j'ose faire un pronostic. Paris peut basculer à droite. Mais comment si la droite est rassemblée avec le centre, que nous avons une candidate comme Nathalie Kosciusko-Morizet qui a le tempérament, qui a le positionnement qui peut correspondre aux attentes des Parisiens, on peut créer une très belle surprise. Mais vous savez qu'il était prévu qu'elle soit numéro 2 dans une réunion où Copé, Fillon et Borloo avaient prévu de se voir. D'ailleurs, je crois même ce matin, donc elle leur a un peu brûlé la politesse. Est-ce que vous, dans le cas de la présidence de l'UMP, il ne serait pas temps que vous vous décidiez ce matin, puisque vous réfléchissez, pour finalement brûler la politesse à tous ceux qui ont occupé le pouvoir jusqu'à présent et n'ont pas ou ne se sont pas illustrés ces dernières semaines? C'est moi, je ne fais pas de la politique pour me faire de la publicité personnelle. Non, mais on n'a pas dit donc ça. Une candidature, c'est pas une publicité personnelle. Je me déplace beaucoup dans les fédérations. Je suis allé à Amiens la semaine dernière. Je parle dans l'Eure-et-Loire tout à l'heure, dans le Val d'Oise après-demain. Je vois des militants qui ne sont pas du tout sur l'élection de septembre. Ils sont effarés de la situation économique du pays, inquiets des situations du chômage et nous demandent les solutions que nous allons apporter à ça. Donc la candidature en septembre, je vais vous dire, on verra bien. C'est pas du tout la priorité. Dans quel calendrier Pardonnez-moi, on a entendu, je réfléchis ces derniers jours. Oui, donc là, vous passez de je réfléchis à on verra bien. On verra bien. On verra bien, c'est pas la priorité. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur les tractations à droite, les querelles de personnes, mais la droite n'a pas le droit de céder à des querelles de personnes où que ce soit, et certainement pas à Paris. On doit définir celui qui portera ou celle qui portera nos couleurs à droite, se mettre derrière elle et être totalement rassemblés. La route va être longue. Vous qui avez bien décrit l'usure du pouvoir dans votre livre, est-ce que vous pariez comme Alain Juppé sur un retour de Nicolas Sarkozy en 2017 ? C'est marrant comme on va systématiquement chercher Nicolas Sarkozy qui ne demande qu'une chose, c'est être tranquille et à l'écart de ce jeu politique. Il l'a dit. Il l'a dit en partant, je le raconte dans mon livre. Il a dit voilà, maintenant c'est votre tour, je ne vous demande qu'une chose, ne soyez pas divisés. Donc respectons ce qu'il nous a demandé, notamment à Paris, je pense que ce sera une bonne chose. Mais dans toutes les autres villes, nous aurons des candidats. Et puis surtout, concentrons-nous, nous les responsables de la droite, sur nos responsabilités actuelles. C'est-à-dire nous opposer fortement à un gouvernement socialiste qui met la France dans le mur, parce qu'aujourd'hui on voit bien que le roi est nu, que François Hollande a une politique qui nous mène tout droit au désastre. Et concentrons-nous sur le projet que nous pouvons proposer aux Français, en ayant la lucidité de reconnaître que depuis 10 ans que nous avons été au pouvoir, de 2002 à 2012, il y a des choses que nous avons réussies, et il y en a d'autres que nous n'avons pas faites. Et que nous ne sommes certainement pas allés assez loin en matière économique. Mais c'est ça qu'on nous demande. Quand on nous dit tous les matins, ou à midi ou le soir, mais Nicolas Sarkozy va revenir, il ne va pas revenir. Ça montre un manque de leadership peut-être à droite aussi. Et qu'il n'y ait pas de leadership, c'est clair. Aujourd'hui, personne ne se distingue à droite comme étant le leader naturel. C'est pas une raison pour ne pas travailler. C'est pas une raison pour ne pas proposer. C'est pas une raison pour ne pas s'opposer fortement. Mais arrêtons de systématiquement solliciter Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est à la fois désagréable et pas très honnête vis-à-vis de lui-même, et que surtout, ça nous éloigne de nos responsabilités. Avant qu'on revienne à l'actualité, avec notamment l'affaire de la viande, parce que vous avez été ministre de l'Agriculture, il y a une chose qui est intéressante dans le livre concernant ce sujet que vous venez d'évoquer, c'est le plan B qui consistait à faire 70 milliards d'économies pendant la campagne et qui finalement a été laissé de côté. Donc on voit une droite qui sait ce qu'il faut faire et qui délibérément, parce que c'est important sur le plan historique, et qui délibérément choisit le plan A, qui ne sont pas ces 70 milliards. Or aujourd'hui, maintenant que la défaite est arrivée, vous allez me dire on aurait dû le faire. Mais alors pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Ça, on peut chercher toutes les explications. C'est un manque de courage politique, tout simplement. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître et de dire aux Français
Sur un certain nombre de sujets, notamment économiques, on aurait dû aller plus loin. Et on se porterait mieux si, dans les 10 dernières années, ce n'est pas Nicolas Sarkozy, c'est la droite tout entière. Si la droite tout entière avait été plus audacieuse et avait assumé une doctrine de droite républicaine. Mais ça, c'est toujours plus facile à dire quand on est dans l'opposition. Bien sûr, mais c'est bien le mérite de l'opposition de reconnaître aussi qu'on n'est pas allé assez loin et d'essayer de proposer des choses qui vont plus loin. Quand, en septembre 2011, comme responsable du projet, je dis qu'il faut réformer de A à Z l'indemnisation du chômage. Parce que notre indemnisation du chômage en France, c'est la plus coûteuse de tous les pays développés et c'est celle qui est la moins efficace, celle qui permet le moins aux chômeurs de retrouver un emploi. Et que immédiatement me dire oh là là, c'est beaucoup trop dangereux, il faut surtout pas faire ça, remets ta proposition dans le fond de ton tiroir, je pense qu'on fait une erreur. Et du coup, vous avez, 1 an et demi plus tard, la Cour des comptes qui vous dit qu'il faut réformer l'indemnisation du chômage et tout le monde trouve ça formidable. Et les allocations familiales aussi. Donc on aurait dû aller plus loin, on le sait. Perrine va rebondir sur l'affaire de la viande, mais je reviens à cette histoire de la réalité, parce que vous expliquez justement au cœur du livre qu'une des choses qui vous a marqué dans l'observation et dans l'action, c'est que justement la littérature, comme la politique, ce sont des déplacements de la réalité. C'est justement pas la réalité. Donc c'est une espèce de dinguerie qui se mord la queue, si je puis dire. Si on ne fait pas attention, vous avez parfaitement raison, la politique, elle peut tourner à vide. C'est-à-dire une négation de la réalité. C'est le sentiment qu'ont beaucoup de Français. Quand je vais voir les salariés de Petroplus, cette usine de raffinerie à Petit-Couronne, près de Rouen, des éleveurs, ou des éleveurs. J'étais il y a 3 jours dans cette raffinerie. Les ouvriers, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent voilà, nous on entend M. Montebourg, il nous dit qu'il va y avoir un repreneur, puis il n'y a pas de repreneur. On nous dit depuis des mois, on va réouvrir l'usine, et l'usine ne réouvre pas. Ils ont le sentiment d'être baladés, ils ont le sentiment d'être enfumés. Moi, je demande nier la réalité dans l'exercice de la profession politique. C'est justement le cœur de mon engagement politique. Je refuse de traiter les gens avec des mensonges, avec des illusions. Et tout le sens de mon combat politique, c'est de dire la vérité aux gens. Regardez sur l'industrie. Si on prend un certain nombre de décisions, notamment en matière de compétitivité, eh bien Renault ne gardera pas ses usines ouvertes. Carlos Ghosn le disait ce matin. En matière agricole, si on ne prend pas rapidement, j'aurai l'occasion de le dire au sein de l'agriculture, dans 15 jours, si on ne prend pas rapidement des décisions fortes de simplification administrative et d'allègement des charges qui pèsent aux agriculteurs, vous verrez que des productions entières, notamment dans l'élevage, disparaîtront dans les 10 prochaines années. Justement, avec Perrine, parlons de l'affaire Spanghero. Voilà, l'affaire de la viande de cheval. Comment rétablir aujourd'hui la confiance? Comment garantir la traçabilité quand on voit la multiplication des intermédiaires? Il n'y a plus aucun lien finalement d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire. Moi, j'ai été scandalisé par cette affaire. Et tout le week-end dernier, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Mais est-ce que c'est une fraude limitée, à votre avis, ou une pratique finalement généralisée? Non, je pense que c'est une pratique qui est généralisée. Et j'ai tiré la sonnette d'alarme il y a un peu plus d'une semaine, en demandant au gouvernement de réagir. Le gouvernement n'avait pas réagi, parce que, selon moi, il y avait urgence à prendre un certain nombre de dispositions. D'abord, ce n'est pas qu'un problème national, comme le disent certains quotidiens. Il y a un problème de traçabilité européenne. Je l'avais dit au moment de la crise E. coli, cette bactérie qui avait tué 7 personnes en Allemagne. On avait accusé les concombres espagnols. La consommation de concombres avait chuté dans toute l'Europe. Ça avait mis des producteurs dans une difficulté énorme. Puis on s'est aperçu que ce n'était pas du tout les concombres. Qu'en fait, c'était une graine germée. On a mis 10 jours pour retrouver l'origine de cette bactérie. Mais ça y est, l'enquête a eu lieu maintenant. Mais on voit bien qu'il y a tout de même un problème de traçabilité, c'est-à-dire qu'on met du temps, qu'on n'arrive pas à savoir d'où vient la viande, qu'on n'arrive pas à savoir comment composer les produits. Au début, ils ont dit qu'ils n'étaient pour rien dans la présence de viande de cheval. Il y a du mensonge, il y a de la tromperie, et il y a un problème de traçabilité européenne. Nous devons améliorer la traçabilité européenne. Il y a donc concrètement, quelles leçons on en tire? Concrètement, une enquête, des sanctions, et des sanctions exemplaires, et une organisation de traçabilité européenne beaucoup plus forte que ce qui existe aujourd'hui. Et puis la deuxième leçon qu'il faut en tirer, c'est sur l'étiquetage. Quand j'entends la Commission européenne nous expliquer qu'il n'y a pas d'urgence à améliorer l'étiquetage, si, il y a urgence. Et c'est un combat qui a été livré par la France. Mais on peut frauder sur l'étiquetage, finalement. C'est un problème de contrôle et pas tellement d'étiquetage. C'est pas qu'on peut frauder sur l'étiquetage, c'est que les exigences en matière d'étiquetage sont insuffisantes. Pour être très précis, vous êtes obligé d'étiqueter quand un ingrédient représente plus de 50% du plat final. Mais quand ça représente que 10, 20%, vous dites écoutez c'est trop compliqué, ça coûte trop cher, donc on ne le fait pas. Et cette logique systématique de la concurrence absolue, du prix le plus bas et du produit le plus médiocre,
c'est ce qui aboutit aux crises que nous connaissons aujourd'hui. Dans une réunion avec le Premier ministre indien, vous décrivez un Nicolas Sarkozy défendant passionnément son pays, la France, et vous dites, en le regardant, c'est absolument invraisemblable. Si les Français, qui finalement, à travers la presse, le détestent, le voyaient défendre leur pays, ils seraient dans une situation de malaise. Alors, d'où est venue cette fantastique ambiguïté le concernant? Moi, j'étais très frappé, c'est aussi le sens du livre, de voir le décalage grandissant entre le Nicolas Sarkozy que j'ai connu notamment dans les 2 dernières années du quinquennat, le moment où j'ai passé le plus de temps avec lui, et l'image qui s'était cristallisée de lui, qui était une caricature. Donc c'est aussi un problème de communication de sa part sur son image. Je ne sais pas si c'est un problème de communication, si c'est un problème de représentation, de difficulté que l'on a à faire bouger une image dans un temps qui est toujours plus rapide, devant des médias qui sont toujours plus en continu. Mais toujours est-il que ce décalage, je l'ai trouvé profondément injuste. Et si ce livre peut être utile, c'est rétablir une vérité entre le personnage Nicolas Sarkozy que j'ai vu se battre en Inde, essayer de vendre des produits français, aboutir à la vente des Rafales. On le voit aujourd'hui, François Hollande est en Inde et il recueille les fruits de la négociation menée par Nicolas Sarkozy sur la vente des Rafales. Que vous racontez. Tant mieux pour la France, tant mieux pour notre production industrielle. Mais je crois qu'il fallait rendre justice à Nicolas Sarkozy et montrer que le personnage est plus complexe, beaucoup plus engagé que ce qu'on a pu dire dans les caricatures qui ont été faites de lui. Ça pourra servir en 2017. Merci Bruno Le Maire, donc toujours pas candidat à la présidence de l'UMP pour l'instant ce matin. Jour de pouvoir est publié aux éditions excellentes et mythiques éditions Gallimard, et c'est un récit donc 2010, 2011, 2012 qui caracole en tête des ventes. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée à vous. Merci.